En plein cœur de Paris, à proximité de la Tour Eiffel, des caves voûtées insoupçonnables renferment le musée du vin. Une visite à la découverte de l'élaboration d'un produit du patrimoine français. En 1956, on a créé le Conseil des échansons à Paris, qui est devenu ensuite Conseil des échansons de France, une confrérie qui avait pour mission de faire connaître les appellations contrôlées françaises. Donc on n'avait pas de siège social. Une opportunité en 1984 a fait qu'on a pu acquérir ces lieux avec les membres du Conseil des échansons de France. Et donc en toute indépendance, on a fait de ce lieu un musée du vin, qui est aussi le siège de la promotion des appellations, en toute indépendance, bien sûr de préférence française. On fait l'éducation de manière à ce que les gens sachent que le vin, comme tous les autres aliments, bu avec modération, est un complément essentiel pour la santé. On s'est appelé cave de la Tour Eiffel. Il faut savoir que nos moines, à la Révolution française, 10 ans avant, l'ordre a été dissous. 1850 a fait son œuvre, c'était la fin du phylloxéra, donc toute la vigne à Paris a été détruite. Donc notre brave monsieur Pignard a trouvé ces lieux pour mettre son vin en bouteille. En 1950, il a eu l'idée de pousser ses vins dans les carrières qui sont maintenant le musée du vin et de se servir de ce lieu en racontant l'histoire des moines de Passy dans les deux scènes qui sont devant. Il arrêtait les gens à l'île aux Cygnes, les gens venaient prendre un cocktail, et là il y a eu des heures de gloire, un lancement du projet nouveau en 1965, un journal télévisé en direct, et même des expositions de Picasso Buffet, le grand blond avec une chaussure noire qui a été tourné dans le 3e caveau. Enfin un homme qui avait beaucoup d'entrejambes sûrement, et peut-être trop de conquêtes. À la fin de sa vie, sa femme n'a pas voulu co-signer les traites, c'est vrai qu'ils avaient déjà plus de 80 ans, pour remplacer sa flotte de bateaux, et tout est parti à volo. Le bateau d'un côté, la Tour Eiffel, le restaurant de la Tour Eiffel de l'autre, et pour notre bonheur, ce musée du vin qu'on a pu acquérir. Devant la vigne de Maribor. Maribor, c'est un petit pays sur l'Adriatique, 50 km seulement de côte. Vous avez la Croatie, après qui est bien plus loin. Si vous traversez l'Adriatique, vous avez Venise qui est tout de suite 1h30 de bateau, c'est pas loin. À Maribor, donc vous avez une vigne qui pousse là. Au Guinness Book des records, elle a 450 ans. Et donc on a amené un petit rameau ici puisqu'on me l'a offert. Et j'ai accepté de le mettre devant le musée du vin pour deux symboles. D'abord parce que c'est un pays, la Slovénie, qui est charmant et qui a à la fois la montagne, la mer et des vignes à Jérusalem où les croisés s'étaient arrêtés en disant c'est Jérusalem ici parce que les filles étaient jolies et le vin était bon, donc ils n'ont pas été plus loin. Et puis si on regarde l'hymne national, c'est le seul hymne au monde qui a la gloire du vin et des femmes. Donc je pense que si on veut avoir la paix sur la terre, il faut faire confiance aux femmes et bien sûr boire du vin. Ici, vous êtes dans des caveaux du XVe siècle. Tout cela s'explique avec l'abbaye qui est là ici devant vous, qui était donc à gauche du Trocadéro. À cette époque, si vous voulez, Paris n'était pas encore le 16e arrondissement, c'était le village de Nigeon. Et donc, vous aviez 6 hectares de vignes qui descendaient juste au-dessus, plantés par un moine, François de Paul, ermite italien, qui est venu donc implanter sa congrégation. À cette époque, la région parisienne est la plus grande région viticole française. Ça s'appelle le vin de France. Et donc, nos moines ont 6 hectares. Imaginez le vin, Pasteur n'étant pas encore passé par là, c'est des grands tonneaux. Dans ces chais qu'ils ont donc fait juste en dessous de leur cuve, on met l'eau polluée de la Seine, l'eau polluée des puits, et on boit donc cette eau vinaigrée, ou cette eau vinée, comme vous voulez, qui est donc propre à la consommation. Donc si on voulait pas être malade, on était obligé de boire du vin. Quelle chance pour nos vignerons, n'est-ce pas? Vous avez une scène un petit peu amusante avec les objets peut-être les plus insolites qu'on ait trouvés au musée du vin. En 4 et 14, vous avez 2 lances qui servaient à garder les vignes en Alsace quand les raisins étaient mûrs. Donc il y avait un homme en armes pour pas prendre les raisins. Et en 5, vous avez une arbalète qui lançait des billes de terre, car dans la vigne, on veut pas de métal. C'est vrai que le plomb, notamment, c'est quand même pas une grande réussite. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous allez un peu chasser le long des vignobles, pas dans les vignobles, où on met réserve de chasse, et ne tirez pas dans les vignes, sinon vous allez vous faire mal voir. Parce que dans la terre et dans les pieds de vigne, on veut pas avoir de plomb et de métaux, parce que ça contrarierait. Vous savez que la particularité de nos appellations contrôlées, c'est de ne pas arroser nos vignes. Par exemple, si vous prenez la côte de Nuit, la côte de Beaune et la côte, vous voyez bien qu'on fait pas de la Romanée-Conti partout. Ça veut dire que les vignes les racines vont descendre profondément dans le sol, vont rencontrer des couches géologiques qui vont contrarier la croissance du raisin.
Donc on va pas faire des belles grappes, on va faire des grappes qui vont avoir des défauts. Et c'est ces expressions qui vont vous donner des crus différents. C'est comme ça que la côte de nuit a pas le même goût que la côte de Beaune et que la côte chalonnaise. Et pourtant c'est le même cépage avec une orientation à peu près semblable. Ici donc vous êtes devant une scène de la tonnellerie. Donc est-ce que vous savez à qui on doit d'avoir la forêt de Troncel, les forêts de l'Allier, qui ont des chênes qui mettent 150 ans à pousser, hein. Personne n'en plante ailleurs dans la planète, ce qui fait qu'on peut encore faire cocorico, puisque bon, les plus grands vins du monde, que ce soit le Tokay de Hongrie ou l'Opusman en Californie, ne peuvent s'imaginer que dans des barriques faits en chêne français. Alors à qui on doit ces plantations, qui sont des plantations doméniales? On les doit à Colbert, qui en avait besoin pour faire ses bateaux, donc des bois qu'on puisse déformer, hein, et des bois aussi résistants pour faire les mâts. Donc des chênes qui sont très denses, hein, avec des portes très très serrées. Et si vous regardez de près la fabrication d'un tonneau, eh bien c'est un peu la même chose. On prend la hauteur du bois qui vous convient, on va fendre les douelles, on va les ajuster, et tout l'art du tonnelier, c'est d'arriver à faire toujours le même volume avec des douelles quelquefois de forme et de largeur différentes, hein. Donc c'est un métier assez complexe, et les tonneaux apportent au vin, si vous voulez, un léger vanillé, un certain brûlé aussi, puisqu'on les chauffe pour les déformer, un certain grillé, et donc chaque tonnelier apporte sa note au vin définitif. On va parler un peu de Dom Pérignon, qui était donc cellérier à l'abbaye d'Hautevillers, c'est-à-dire juste au-dessus d'Épernay, hein. Et donc dans cette abbaye, bien comme ce moine recevait en attribut des raisins blancs de la vallée de la Marne, hein, puisqu'ils avaient des terrains un petit peu partout, et des raisins noirs de la montagne de Reims essentiellement. Et donc l'œuvre de Dom Pérignon, c'est pas d'avoir inventé la mousse, comme on dit. L'œuvre essentielle, c'est l'assemblage. Vous savez que le pinot noir, c'est le raisin qui sert à faire le bourgogne rouge, hein. Donc on laisse la peau en fermentation dans le jus pour qu'il s'exprime en couleur rouge, hein. Mais c'est un raisin à jus blanc. Et le chardonnay, c'est celui avec lequel on fait les bourgognes blancs et les chablis, c'est un raisin blanc qui ne peut rien faire d'autre que des raisins blancs. Donc le chardonnay va nous donner acidité et légèreté, et le raisin rouge va nous donner vinosité. Et c'est lui qui, le premier, a eu l'intelligence d'assembler ces deux jus blancs, jus de raisin noir et jus de raisin blanc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter encore un grand champagne, contrairement à toutes les autres régions de France, hein, eh bien, il faut acheter un champagne de négociant. C'est là où il y a le plus de assemblage, et donc c'est là où vous aurez donc l'authenticité d'un grand champagne, l'assemblage des raisins noirs et des raisins blancs. Le musée du vin est aussi l'occasion de découvrir des anecdotes en tout genre. Donc voilà, on est devant Pasteur, il est représenté là dans sa taille normale, hein. Donc si c'était un grand homme, il était de taille modeste. Donc là, on vous emmène à Arbois, hein. Là vous pouvez visiter son musée, qui est sa maison, et aussi son petit lopin de terre où il a fait les premiers travaux sur les fermentations, hein. Donc on pourra le baptiser premier sommelier de l'humanité. C'est grâce à lui que maintenant on fait de grands vins, et c'est grâce à lui aussi que de temps en temps on trouve des traces de bisulfite pour arrêter les fermentations, le soufre. C'est quand même aussi une de ses inventions. Que dire d'Arbois? Eh bien, c'est le lieu où on produit le vin jaune ou le château Chalon. Exception française. Vous savez que si vous achetez des bouteilles partout en Europe, il y a une normalité, qui est la bouteille de 37, de 50, d'un litre, etc., ou 75 centilitres. Eh bien, l'exception, vin jaune ou château Chalon, puisqu'on met dans un tonneau du vin à vieillir. Et donc, le clavelin, c'est le résiduel de la quantité de vin par rapport à un litre qui va réduire en ayant un voile sur le tonneau et qui va progressivement, si vous voulez, donner ce vin fabuleux en 6 ans et 3 mois. Et donc, quand on le soutire, eh bien, le clavelin correspond à la quantité de vin résiduelle à 6 ans et 3 mois de vieillissement d'un litre de vin où on n'a rien ajouté d'autre que le temps du vieillissement. Donc, ça donne des vins, bien sûr, un peu madérisés, des vins qui peuvent vivre un siècle dans les bouteilles. Si vous en avez une bouteille chez vous, c'est des vins de dégustation, méfiez-vous. Tout le monde n'aime pas le Madère, tout le monde n'aime pas le RRS, tout le monde n'aime pas ces vins oxydés. Ce sont des dégustations fabuleuses à goût de noix, etc., très concentrées, avec bien sûr la fameuse recette de poulet au vin jaune. Donc là, vous êtes devant une scène de Napoléon. Vous savez que Napoléon était amateur de chambertin. S'il emmenait son fût de chambertin sur les champs de bataille, c'était pour purifier l'eau et que les hommes n'aient pas de dysenterie. Donc une expression qui est devenue dans le langage courant français, c'est être saoul comme un Polonais. Ça veut dire tout de même être bien éméché. Eh bien, c'est une expression de Napoléon sur ses champs de bataille qui disait « Messieurs, vous pouvez être saoul comme les Polonais, c'est-à-dire apte au combat le lendemain matin ». Donc ça peut réhabiliter certaines expressions et rendre les Français vis-à-vis de cette expression plus modestes.
À l'heure de la mondialisation, le terroir français et les appellations d'origine contrôlée sont menacés, notamment par des accords commerciaux internationaux, en premier lieu le traité transatlantique. Concrètement, quand vous avez une région viticole, vous avez des AOC, des appellations d'origine contrôlée, donc qui sont tout simplement des parcelles, donc plus ou moins grandes, plus ou moins importantes, et puis plus ou moins connues. Des parcelles qui vont donner des vins très différents les uns des autres. Vous avez par exemple un vigneron qui est à Saint-Émilion. S'il traverse le chemin ou s'il traverse la Haye ou le Muret, il sera par exemple à Lussac-Saint-Émilion. Eh bien, ça n'est pas forcément toujours bien vu pour les vignerons. Celui qui est à Lussac aimerait bien pouvoir le vendre sous le nom de Saint-Émilion. Les Américains, par exemple, voudraient bien vendre leurs vins sous le nom Bordeaux, sous le nom Champagne. Mais c'est tout simplement pour respecter notre terroir et puis pour respecter la qualité des vins. Les vins sont réellement différents. Ça n'est pas l'œnologue qui fait tout. L'œnologue fait énormément de choses, c'est vrai. L'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, ce qu'ils ont dit quand ils l'ont créé, tout simplement, c'est le vin doit avoir la gueule de l'endroit et les tripes des mecs qui l'a fait. Voilà. Tout simplement, c'est si le vigneron décide de travailler différemment, son vin sera différent. Les AOC, donc les AOC françaises, vont malheureusement, enfin, c'est ce qu'on peut penser, c'est ce qu'on peut supposer avec le traité transatlantique. On peut penser qu'ils vont chercher à nous prendre ces noms, même s'ils mettent le mot type, par exemple type Sauterne ou type Barsac, ça va être très problématique parce que en fait ils vont faire une concurrence déloyale énorme. Ils ont des wineries, les Américains, absolument monstrueuses. Ils ont 200, 300 hectares. Évidemment, le petit vigneron à Barsac, il va pas pouvoir se battre contre ça. Par conséquent, si on veut sauver nos vignerons, si on veut sauver nos petites exploitations, qui sont quand même la grosse majorité des exploitations françaises, pas seulement dans le vin, mais dans toute l'agriculture, la grosse majorité, c'est des petites exploitations. Celles-là, si on veut les sauver et si on veut continuer à manger français, il va falloir qu'on se batte pour éviter d'avoir ce type de problème. L'objectif, en règle générale, pour un agriculteur américain, ce n'est pas de respecter sa terre forcément, c'est plutôt tout simplement de faire de l'argent, de faire du profit. Donc si on veut travailler ensemble, il va falloir lisser les normes, et les normes vont être très différentes chez eux, parce qu'ils veulent faciliter la vie à ceux qui ne cherchent pas forcément à faire de la qualité et à valoriser leur terre. Et la raison du plus fort est toujours la meilleure, c'est leurs normes à eux qu'on va accepter, sans aucun doute. En plus de cela, le libre-échange, on a bien vu que ça fonctionnait pas. On nous a fait manger de la viande de cheval récemment, alors que j'ai un voisin qui est éleveur de vaches et qui est la viande qui venait de l'autre bout du monde, de l'autre bout de l'Europe. Donc si on étend cette zone de libre-échange, alors que déjà entre nous on n'y arrive pas, non, il vaudrait mieux essayer de travailler entre nous déjà, savoir si on y arrive, voir quelques années, et puis peut-être que si réellement on arrive à contrôler ce genre de choses, à contrôler notre alimentation, peut-être qu'on pourra étendre éventuellement plus tard. Si vous allez chercher uniquement des très grands vins, en règle générale, pour vraiment très bien apprécier un très grand vin, il faut avoir de grandes connaissances. Donc de toute façon, il faut commencer par les petits vins pour apprendre. Ensuite, de toute façon, même si vous avez les connaissances, c'est un peu dommage que les très grands vins soient aussi chers. C'est même très dommage. Le vin, ça n'est pas un produit de luxe en principe, c'est un produit pour tout le monde. Mais il y a des petits vignerons, totalement inconnus, dans des petites appellations, dans des endroits où on ne s'attend même pas à ce qu'il y ait du vin. Je pense par exemple à des vins de pays du Tarn qui sont splendides. On va avoir des vins vraiment exceptionnels, délicieux, qui vont être beaucoup moins chers que les grands crus et qui sont tout à fait abordables pour tout le monde et qui permettent d'avoir quand même de la très grande qualité. Alors justement, j'organise des cours de dégustation à Paris et à Limoges. Et puis tout simplement en venant poser des questions, puisque je suis dans une boutique 2 jours par semaine, le mercredi et le jeudi, rue de l'Amiral Roussin, et donc ils peuvent venir poser des questions. Voilà, la dégustation sera gratuite.